J'ai débuté dans la police il y a presque 30 ans maintenant. Donc j'ai commencé en maintien de l'ordre à Paris. Et puis ensuite, j'ai fait de la protection rapprochée au service de protection de haute personnalité, qui était l'ancienne SDLP. Et puis ensuite, j'ai pu rejoindre pour un premier temps donc le RAID en tant qu'adjoint. C'était au mois de juin 2003 que j'ai appris la nouvelle et j'ai pris mes fonctions en fin septembre. Je rentrais d'une mission du SPHP puisqu'à l'époque, on participait à la sécurisation des voyages du président de la République. Donc le président de la République avait été à Singapour. Juste avant de prendre l'avion, je reçois le coup de fil donc, qui m'annonce que je devenais adjoint au chef du RAID et bien sûr, ça a marqué ma mémoire à vie. J'ai pu effectuer 5 ans comme adjoint. Ensuite, donc, j'ai eu une expérience à l'étranger pour la DGSI à l'époque des CRI. Puis je suis retourné au SDLP. Ensuite, j'ai travaillé au sein des unités opérationnelles de la DGSI pendant les années noires, hein, donc de 2015 à 2017. Et puis j'ai été rappelé pour prendre la tête du RAID. À l'issue, j'ai rejoint le poste que j'ai actuellement. Je dirige les polices des Outre-mer. Lorsque je suis arrivé, j'ai eu des affaires marquantes qui ont dû être gérées par le RAID. Et j'ai découvert un service extrêmement structuré, professionnel, pointu, enrichi par des nombreuses affaires et des crises qu'ils ont eu à gérer, hein. On commençait à évoluer vers une unité de gestion de crise, hein. C'est vrai que le RAID au départ était vraiment ciblé donc sur les métiers de l'intervention et bien sûr aussi sur les métiers de la grande criminalité. Et puis au fur et à mesure des années, donc l'unité s'est transformée, s'est diversifiée pour devenir une véritable unité de gestion de crise. Et encore aujourd'hui, bien entendu, l'unité s'adapte aux menaces et continue à évoluer. La base reste la même, je veux dire, sur les tactiques d'intervention ou tactiques de surveillance, etc., ça reste les mêmes concepts. Néanmoins, il a fallu s'adapter en permanence. On s'adapte aux menaces, on s'adapte au profil des terroristes, on s'adapte à la nature des attentats ou des actes criminels. Et donc on a pris de ça quelques méthodes d'action, quelques tactiques particulières sur des scénarios qu'on a découverts et sur des profils qu'on a découverts à l'occasion des attentats de 2015-2016. Donc effectivement, l'unité a évolué, mais elle évolue en permanence, hein, parce qu'on n'a pas le choix. On est tout le temps... il faut pouvoir anticiper les menaces qui vont arriver. Donc, il faut se tenir prêt à n'importe quel scénario. Donc, il faut constamment se remettre en cause, constamment s'entraîner, constamment rechercher les meilleurs équipements. Il ne faut jamais s'endormir sur ses lauriers. Et l'une de ces évolutions, une de ces adaptations, c'est bien entendu notre capacité de réaction sur l'ensemble du territoire dans un minimum de temps sur les crises majeures. On a récupéré ce qu'on appelait les GIPN, les groupes d'intervention de la police nationale, qui étaient des groupes d'intervention vraiment expérimentés et très professionnels. Et on a rajouté dans les territoires sur lesquels il y avait beaucoup d'affaires ou qui n'étaient pas couvertes parce que le JIPN était assez loin, on a rajouté 3 antennes. Voilà. Et puis par la suite, on a développé notre dispositif en implantant aussi des antennes en Outre-mer et bien nous en a pris puisque elles ont aujourd'hui toute leur utilité sur des territoires qui sont confrontés à de multiples crises au sein d'une unité comme le RAID. On a besoin de gens forts, physiquement, mentalement, capables de s'adapter à n'importe quelle situation, des gens, bien entendu, tout entier consacrés à leur mission. On attend ça, et puis bien sûr aussi beaucoup d'humilité, parce que c'est nécessaire. On est confronté à des situations toujours très compliquées, on n'est pas toujours sûr de gagner, donc il faut vraiment faire preuve d'humilité dans la manière d'appréhender les différentes crises qu'on a à gérer. Par définition, c'est une unité de sportif, le RAID. Mais c'est vrai que pour moi, une équipe de rugby, c'est l'exemple de ce qu'on doit retrouver sur un collectif au sein d'une unité comme le RAID. La cohésion, le soutien mutuel, l'engagement physique, le courage, la tactique, l'adaptation, l'esprit collectif, bien sûr, c'est tout ce qu'on retrouve au sein d'une unité comme le RAID. De la tête jusqu'aux opérationnels, on est tous concernés par les affaires de terrain. On n'est pas comme les opérateurs dédiés exclusivement à cette mission. On a bien sûr d'autres responsabilités, hein, avec des aspects budgétaires, des aspects RH, mais on a très régulièrement et c'est ça aussi qui fait le charme du poste, la conduite des dispositifs opérationnels sur le terrain, que ce soit les prises d'otages, des forcenés, des interpellations difficiles, délicates. On est là, à notre position, c'est-à-dire à une position de commandement, hein, bien entendu. C'est indispensable que le commissaire de police puisse contrôler l'ensemble des opérations sur le terrain.
La partie la plus dure un commissaire au raid, c'est de prendre la décision au bon moment. On est entouré de professionnels, on est entouré par des collaborateurs qui connaissent parfaitement leur travail, qui font un super travail. Mais à un moment, celui qui décide, bien entendu, sous l'autorité du préfet ou du procureur, celui qui décide, c'est le commissaire de police, c'est le chef du raid ou l'adjoint chef du raid qui va dire allez, on y va ou on n'y va pas. Donc il y a cette prise de responsabilité qui est importante. Et voilà, c'est là où il faut faire preuve d'un grand sang-froid. Alors, moi, j'ai pas vécu l'arrestation de l'Ivan Colonna, puisque je suis arrivé juste après. Mais après, bien entendu, j'étais impliqué d'emblée dans toutes les affaires qui ont suivi, bien sûr, cette interpellation, parce que derrière, il y a eu toute une suite d'interpellations, donc à la fois des complices, des réseaux, etc. Donc, j'ai été impliqué sur les affaires corse dès mon arrivée, directement au vif du sujet. De toute façon, quand on est au raid, il faut rapidement s'y mettre. C'est vraiment la spécificité du raid. On a l'assistance de tous les services de la police nationale. Mais en l'occurrence, donc l'exception, ça a été cette affaire, puisque on a récupéré l'intégralité de l'enquête, de la recherche, aux filatures, jusqu'à l'interpellation. Donc c'est un cas un peu particulier qu'on a géré en autonome, que le raid a géré en autonome. Mais en général, bien sûr, l'ADN du RAID, c'est une unité d'assistance pour tous les services, toutes les directions de la police nationale, quelles qu'elles soient. On parle souvent donc du RAID sur ces affaires-là, mais il y a beaucoup d'affaires dont on ne parle pas parce qu'elles restent assez confidentielles, mais qui m'ont marqué, hein, puisqu'on intervient malheureusement sur beaucoup de crises intrafamiliales qui peuvent dégénérer et qui sont très difficiles à gérer parce que vous avez les enfants qui sont en jeu, des personnes extrêmement violentes, des armes à feu. Donc oui, il y a des affaires qui m'ont vraiment marqué, qui n'ont pas fait la une de l'actualité, mais qui m'ont marqué parce qu'il y avait des bébés, des jeunes enfants dont la vie était vraiment en péril. Donc, et notre intervention là-dessus est toujours délicate, toujours sensible. On a jamais la garantie de réussir totalement la mission. Quand j'ai été chef du raid, j'ai eu 3 affaires emblématiques pour moi. J'ai eu une prise d'otage donc de garder une prison à la prison de Condé, hein. On avait affaire à des profils radicalisés qui voulaient tout simplement mourir pendant leur action. Donc ça a été compliqué. C'est une intervention qui m'a marqué, hein. Heureusement, on a réussi, bien entendu, à libérer les gardiens de prison, mais l'opération en elle-même, bon, on a eu quand même la compagne donc, du terroriste donc, a été tuée pendant l'intervention et son compagnon gravement blessé, puisque, bien entendu, ils se sont jetés sur nous. Donc ça a été une affaire marquante. Sinon, sur la criminalité, j'ai dû gérer une des dernières prises d'otages dans une agence bancaire. Voilà, que ça s'est passé au Havre. Voilà, là aussi, ça m'a marqué parce que ça sera peut-être une des dernières, hein, puisque bien entendu, avec le recours beaucoup moins systématique au numéraire, les prises d'otages dans les banques, qui sont d'ailleurs de plus en plus sécurisées, donc de plus en plus compliquées à braquer, il n'y en a plus beaucoup. Donc j'avais vécu une de ces dernières. Et puis bien sûr, il y a eu cette affaire de l'évacuation de l'ambassade de France à Kaboul, en partenariat avec le GIGN, qui s'occupe aussi de certaines ambassades. On prend en compte la protection de l'ambassadeur dans les pays à risque. Et à Kaboul, donc en partenariat avec ma collègue, la directrice donc, de la DCI, Madame Sofiat, on avait fait un dispositif RAID sur l'ensemble de la protection de l'ambassade de France à Kaboul. Donc il y avait une équipe avec l'ambassadeur de France, toujours à Kaboul, qui était sur le tarmac de l'aéroport, la partie militaire de l'aéroport de Kaboul. Et donc une partie des gars du RAID était resté sur l'ambassade pour gérer ce que tout le monde connaît aujourd'hui, cette évacuation par bus. Vous lancez ce cortège absolument incroyable donc, dans les rues de Kaboul, je veux dire, avec des checkpoints qui sont tenus par des talibans, je ne sais pas d'où ils viennent, qui ne connaissent pas les consignes. Enfin, c'était extrêmement dangereux, extrêmement dangereux. D'habitude, donc, au raid, lorsqu'on est confronté à une crise, très rapidement, il y a du monde qui arrive. On a déjà un réseau d'antennes, un maillage territorial avec les antennes du raid qui est assez dense. Donc on a les moyens de se renforcer très rapidement. Là, pour le coup, pour la première fois, enfin en tout cas pour moi, je me suis retrouvé avec une équipe du raid pour lequel il n'était pas envisagé des renforts avant 48 heures. Donc c'était une gestion de crise à distance, extrêmement instructive, mais extrêmement stressante, puisqu'on avait nos gars, donc on était en lien en permanence avec eux, mais en fait, sur la décision en elle-même, sur la gestion de l'opération en elle-même, ils étaient seuls. Bon, il y a un grand principe que je m'applique, qui est appliqué par la très grande majorité de mes collègues, c'est que c'est le terrain qui commande.
Donc on a laissé la main aux équipiers sur place, mais ça a été très stressant pour nous, ouais. Et le temps de constituer les renforts, eh ben, ça a été extrêmement long. Alors, pas sur le volontariat des gars, hein, tout le raid voulait partir hein, à Kaboul. Mais la mise à disposition de moyens militaires, les autorisations de survol, enfin, c'était très compliqué, hein, par définition. Ça a été une séquence extrêmement longue et parmi les plus longues que j'ai vécues dans ma vie. Mais qui s'est bien fini puisqu'ils ont pu rejoindre un aéroport semi-sécurisé, mais au moins un peu plus sécurisé que l'ambassade de France qui était perdue seule au milieu de Kaboul. Contrairement à certains modèles comme les modèles anglo-saxons, l'unité de négociation est complètement intégrée à l'unité. La négociation, c'est la base, hein. Tout ce qui est forcené, prise d'otages, voire même crise terroriste, hein, on va utiliser la négociation. C'est impératif. Alors sur les forcenés, et a fortiori sur les prises d'otages, c'est impératif, il faut négocier, 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 parce que l'intervention, il y a toujours une petite part de risque. Donc lorsqu'il y a des otages, il faut absolument essayer d'obtenir les libérations d'otages avant toute intervention. Mais même sur un forcené, c'est-à-dire un type qui a pété les plombs, qui est seul, qui est surarmé, on va essayer de privilégier les négociations parce que les gars, quand ils vont intervenir, même s'ils sont très courageux, même s'ils veulent absolument intervenir, voilà, il y a une prise de risque. Donc on va toujours privilégier la négociation. Toujours, toujours, toujours. On avait essayé, avec les années passées au RAID, de faire des petites statistiques pour savoir un petit peu le nombre d'affaires qui avaient été résolues grâce à la négociation. Et c'était à peu près, s'il me souvient bien, 60% à peu près. Pour ce qui est des spécialités comme la négociation, bah, voilà, il faut du talent, hein. Moi, j'ai eu des négociateurs qui ont qui ont été remarquables. Moi, j'étais impressionné par la manière dont ils menaient les conversations, discuter des heures et des heures avec des gens. Je peux vous dire que des fois, vous parlez dans le vide, mais ils ont cette conviction en eux qui fait que voilà, ils mènent des négociations qui sont épuisantes, épuisantes. Donc, il y a de l'expérience, certes, mais il y a aussi beaucoup de talent, une volonté de travailler dans ce domaine-là. Bon, et savoir que c'est une niche, hein, il n'y a pas beaucoup de négociateurs dans la police nationale, hein, donc ce sont des passionnés. Donc il faut qu'ils soient passionnés. Et puis même parallèlement à ça, lorsqu'il n'y a pas d'affaires, je veux dire, lorsqu'ils ne sont pas engagés opérationnellement, ils ont tout un travail de recherche sur de la criminologie, sur les profils psychiatriques. Voilà, il faut qu'ils se documentent en permanence pour pouvoir agir au mieux. Une affaire réussie, c'est une affaire résolue avec pas de dégâts. Tout le monde, bien entendu, la vie sauve, bien entendu, les otages, mais même, je dirais, l'individu sur lequel on est intervenu, hein, la priorité absolue pour nous, c'est la préservation de la vie. Que tout le monde rentre sain et sauf. C'est l'obsession d'un chef du raid. C'est une obsession. Il faut que les gars reviennent. Ils peuvent être blessés parce qu'ils s'engagent vraiment d'une manière courageuse sur les opérations, mais c'est une préoccupation majeure. Alors, être chef du raid, c'est consacrer tout son temps et tout son investissement pour une période de sa vie, pour un service qui mérite de l'être. Mais il y a tellement de satisfaction autour que voilà, c'est tellement passionnant qu'on voit pas les mois passer. Ah, c'est jamais facile de passer à autre chose. Je crois que j'en ai beaucoup parlé avec nos illustres prédécesseurs, donc c'est toujours compliqué, mais il faut savoir partir. C'est nécessaire aussi pour l'unité parce qu'elle a besoin de se régénérer, d'avoir des nouveaux chefs, une nouvelle impulsion, une nouvelle dynamique, toujours en souci d'évolution et d'adaptation permanente. Donc c'est jamais facile, mais c'est nécessaire. C'est une unité jeune par rapport à nos unités cousines, comme le GIGN ou la BRIPP, relativement jeune, mais qui a tellement connu d'affaires, qui a eu déjà un passé tellement riche, voilà, effectivement, on a aujourd'hui une unité connue de tous les Français, connue aussi dans le monde entier pour son professionnalisme, et qui est vraiment clairement installée et qui est indispensable. Ce que je peux souhaiter au RAID pour les prochaines années, bien entendu, c'est une longue vie de succès professionnel, hein, comme les succès qu'on a connus par le passé, et rester vraiment une unité de gestion de crise, un outil extrêmement performant à disposition du directeur général de la police nationale pour pouvoir faire face à toute situation. Bon anniversaire au RAID.